et bienvenue dans l'interview. Vous êtes toujours dans l'interview, même si on a changé de générique, l'émission n'a pas changé. Toujours un invité politique par jour. Aujourd'hui, je reçois Barbara Tract. Bonjour. Alors Barbara Tract, vous êtes députée bruxelloise, mais surtout vous êtes chef de groupe écolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça, c'est vraiment dans l'actualité, ce Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, depuis lundi dernier, on reparle beaucoup du décret inscription. Et je voudrais vous demander à quelle déclaration concernant ce décret vous pouvez souscrire. Alors, il y a la déclaration de Laurette qui dit « Je ne l'aime pas ». Il y a la déclaration de Marie-Martine qui dit « On travaille sur une amélioration depuis un certain temps ». Et la déclaration de Joël, pas Milquet mais Maison de Défi, « Ce décret n'améliore absolument pas la mixité ». Alors, à laquelle de ces trois déclarations souscrivez-vous, ou bien aucune, ou bien toutes les trois, je ne sais pas. Je peux souscrire à certains éléments de chacune d'entre elles. Moi, ce que je dirais, ma déclaration, ce serait de dire que c'est un décret qu'il faut réformer, mais qu'il ne faut pas abroger, puisque c'est aujourd'hui la question qui est posée par rapport au décret inscription. C'est un décret qui effectivement pose un certain nombre de difficultés, en particulier à Bruxelles, des situations incompréhensibles, injustifiables et qui ne correspondent pas aux objectifs qu'on aurait souhaité poursuivre avec ce décret. C'est un décret qui est aussi très complexe et donc qui doit certainement être réformé. Par contre, on ne doit pas l'abroger, parce que la régulation des inscriptions a permis de mettre tous les enfants, toutes les familles sur un même pied d'égalité. Donc c'est une avancée en termes d'équité et a permis aussi plus de transparence, puisqu'aujourd'hui on sait quelles sont les écoles qui sont complètes, on sait aussi quels élèves, quels enfants ont une école, quels enfants n'en ont pas, et donc on peut essayer de résoudre leur situation, ce qui n'était pas possible antérieurement. Donc il faut le réformer, mais il ne faut pas l'abroger. Alors, quelles sont les principales réformes qu'il faut faire dessus? Parce que certains disent que c'est le critère géographique qui n'est pas bon, d'autres disent que c'est le critère socio-démographique qui n'est pas bon. Enfin, et pour vous, quel est l'élément principal qu'il faut changer? Moi, je pense qu'il faut d'abord le simplifier. Parce que je pense qu'inscrire son enfant, ça doit être quelque chose qui reste relativement simple. Et aujourd'hui, comprendre comment fonctionne ce qu'on appelle l'indice composite, c'est déjà un terme très très compliqué, qui tient compte de la distance entre l'école primaire, l'école secondaire, le domicile, qui tient compte aussi du réseau, etc. C'est extrêmement complexe et je pense que l'acte d'inscrire son enfant dans une école doit être simplifié. Ça, c'est la première chose. Pour le reste, sur le type de critères à adopter, pour définir quel enfant a droit à quelle école quand il y a plus d'inscriptions que de places disponibles. Nous, on n'a pas de tabou. On a demandé des évaluations du décret inscription. C'est d'ailleurs pour ça que le décret prévoit sa propre évaluation. On peut envisager différents types de critères, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas revenir en arrière ni sur l'équité ni sur la transparence. Alors, de toute façon, on aura bien l'occasion d'en reparler, tout ça. Alors, c'est le moment de la rentrée scolaire et sort un sondage aujourd'hui, un sondage le soir RTBF, ça s'appelle le Futuromètre. Et donc, ils ont posé plein de questions sur l'enseignement et le futur de l'enseignement. Et notamment une question qui concerne l'adaptation et le problème de l'éducation par rapport au monde de tous les jours. Et là, on se rend compte que les parents sont plutôt inquiets. 7 parents sur 10 trouvent que le niveau de l'enseignement n'est vraiment pas au niveau. Et en plus, ils disent que ce n'est pas de la faute des enseignants. Mais alors, c'est la faute à qui si notre enseignement est d'aussi pauvre et d'aussi piètre qualité? Je pense que depuis des années, d'ailleurs les études PISA le disent depuis fort longtemps, de manière globale, notre système scolaire, et il n'y a effectivement pas d'enseignants à pointer du doigt en particulier, c'est le système scolaire dans son ensemble qui ne produit pas des résultats de qualité suffisante, ou en tout cas des résultats qui sont de moindre qualité que ceux d'autres États quand on les compare. Moi, je pense qu'il y a différents leviers qu'on peut activer pour résoudre cela. Je pense qu'un levier important auquel on doit travailler depuis des années et des années, c'est celui de la formation des professeurs, de la formation des enseignants. Aujourd'hui, on sait les défis actuels, que ce soit Internet, que ce soit nos enfants qui ont évolué, parce que les familles ont évolué, etc., font que le métier a fort changé. Et le meilleur levier pour aider nos élèves à devenir meilleurs, c'est de donner des bagages aux enseignants. Et donc la question de la réforme des enseignants me semble être vraiment prioritaire aujourd'hui. Alors ceux qui disent que c'était mieux avant, que les enseignants étaient meilleurs avant, que les élèves étaient meilleurs avant,
Vous rejetez ce genre de discours? Moi, je pense qu'il faut travailler avec les enseignants et les élèves d'aujourd'hui. Et donc, on peut avoir de la nostalgie du passé si on a envie. Le fait est qu'on vit aujourd'hui et qu'il faut essayer d'aller de l'avant et essayer de faire en sorte que nos enseignants aient plus de plaisir à enseigner, qu'ils aient des meilleurs outils pour le faire et que nos élèves puissent aller plus loin. Alors, avant de parler du pacte d'excellence, qui est quand même important, on dit aussi souvent que tout irait mieux s'il y avait un seul réseau en Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, c'est clair que l'organisation de notre enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles est compliquée et n'est pas idéale. Donc moi, si je pouvais tout refaire depuis le départ, je ne referais pas un système avec différents réseaux comme on le connaît aujourd'hui. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la priorité de mettre fin au réseau. D'ailleurs, même dans le pacte d'excellence, on ne dit pas qu'un réseau unique serait la solution à tous les problèmes. Je pense que ce à quoi nous devons vraiment travailler, c'est de faire en sorte que les mêmes choses soient offertes aux élèves, quel que soit le réseau dans lequel ils sont. Donc c'est plutôt laissons les choses là où elles sont en termes de réseau, mais améliorons le contenu. Finalement. Absolument. Alors, ce pacte d'excellence, il y a des problèmes au niveau de la majorité gouvernementale, on va en reparler. Mais d'abord, le pacte lui-même, vous êtes pour qu'il se mette en place le plus vite possible? Donc, le pacte d'excellence, pour nous, ce n'est pas la 7e merveille du monde, mais il n'en reste pas moins que c'est la seule chance qu'on a de réformer notre enseignement à moyen terme. Notre enseignement a vraiment besoin de réforme. On l'a dit, les études PISA, par exemple, où les parents, ils ont raison, la qualité globale de notre enseignement n'est pas celle qu'on pourrait espérer. Notre enseignement ne permet pas non plus aux enfants de prendre ce qu'on appelle l'ascenseur social. À Bruxelles, un enfant sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté. Notre enseignement devrait les aider à sortir de cette condition. Et ce n'est pas le cas. Et donc ça, c'est vraiment un défi très, très important auquel notre enseignement doit répondre. Et puis, on sait, les élèves, les enseignants n'ont pas toujours le plaisir qu'on pourrait attendre à enseigner. Donc, notre enseignement doit vraiment être réformé. C'est une urgence. Et moi, je ne pourrais pas accepter qu'on termine cette législature en n'ayant rien fait du tout. Et donc, même si ce n'est pas la 7e merveille du monde, même si nous, on l'aurait fait autrement, on aurait plus consulté, on aurait créé du consensus politique. On a quand même pas mal consulté, ça a mis 2 ans absolument. Déjà à accoucher. On a consulté les acteurs institutionnels de l'enseignement, mais pas assez les enseignants. Ils le disent d'ailleurs. Ils font partie de groupes Facebook qui se manifestent, etc., pour dire qu'ils ont aussi des choses à dire et on ne réformera pas l'enseignement sans les enseignants. Donc nous, on aurait certainement plus consulté les enseignants eux-mêmes. Il y a des éléments du pacte d'excellence, ce n'est pas le programme d'écolo, donc il y a des éléments qui ne me plaisent pas nécessairement. Il n'empêche que c'est notre seule chance de faire avancer notre enseignement à moyen terme. Alors, il y a 2 premières décisions là, pour cette rentrée. C'est davantage d'encadrement maternel et une aide aux directions également. Ça, c'est quand même 2 éléments très concrets. C'est 2 éléments très concrets, très attendus. Vous savez, sur les maternelles, pour nous, c'était une priorité absolue. Si on veut aider tous les enfants à acquérir les bases minimales, par exemple de maîtrise du français, pour pouvoir construire ensuite les autres compétences. L'investissement dans la maternelle est essentiel. C'est un premier pas qui a été fait, qui était très important. L'aide aux directions aussi, mais c'est insuffisant si on veut renforcer, réformer notre enseignement en profondeur. En tout cas, ça, c'est des éléments, c'est fait, ça a été voté, ça passe à la rentrée. Par contre, le reste du pacte d'excellence, il reste encore un gros point d'interrogation. Absolument. Et alors, on est là, à l'heure où nous enregistrons, où nous diffusons même pour la première fois cette interview, eh bien, c'est un peu le blocage. Parce que d'un côté, il y a Écolo qui dit, nous, on ne veut pas monter dans un nouveau gouvernement, on va attendre les prochaines élections, c'est-à-dire en 2019. Il y a MR et CDH qui disent, nous, on veut bien discuter, mais seulement avec des filles, puisque de toute façon, Écolo n'est pas là, et le PS, on n'en veut pas. Et il y a des filles qui disent, nous, on veut que tout le monde soit là, le PS aussi, pas d'exclusive. Et le PS, de son côté, est prêt à tout. Donc, alors, de votre côté, comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation pour que cette fédération Wallonie-Bruxelles ait un véritable gouvernement qui gouverne avec une véritable majorité? Vous savez, moi, je suis déjà... vous avez résumé la situation, et la situation évolue de jour en jour avec de nouvelles propositions, de nouvelles exclusives, de nouvelles conditions sine qua non, etc., etc. Moi, je suis depuis 2 mois déjà lassée de ce vaudeville politicien. On a l'impression finalement que le politique ne s'occupe que de lui-même. Or, ce qui est important, c'est la rentrée scolaire, c'est le statut des artistes, c'est la réforme de l'aide à la jeunesse, enfin toute une série de dossiers sur lesquels des secteurs attendent des réformes depuis fort longtemps. Et donc, effectivement, Écolo, nous disons que pour pouvoir entrer en majorité, il faut avoir une légitimité donnée par les électeurs.
de fait, en 2014, l'électeur ne nous a pas donné cette légitimité. Et donc aujourd'hui, nous n'estimons pas légitimes à monter dans un gouvernement. Il n'en reste pas moins qu'en étant dans l'opposition, nous restons extrêmement constructifs et nous continuons de travailler. On le voit dans les dossiers comme les dossiers Publifin, les dossiers Kazakgate, la question du SAMU social. Ce sont des questions sur lesquelles les écologistes ont été très actifs, où on voit que le travail parlementaire est très utile. Et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous continuons de faire des propositions. Et nous pensons que dès la rentrée, nous devons travailler à la formation des enseignants, à la gratuité de l'enseignement, qui est une question très importante aussi, ou en maternelle, par exemple. Ouais, donc vous ne bougez pas pour être clair. Mais ce matin, c'était sur BLRTL, Benoît Ludgen disait regardez, les écolos, ils ne veulent pas être dans un gouvernement. Donc c'est impossible de faire une union de tous les partis francophones à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ça cassait évidemment l'argument d'Olivier Minguin et de Défi. Donc finalement, vous jouez le jeu du CDH et du MR en ne voulant pas monter dans un gouvernement. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut travailler sur le fond. Et je vous dis que dès la semaine prochaine, nous déposerons des propositions pour, avec le Parlement, avancer sur des questions très importantes, qui sont d'ailleurs en partie dans le pacte d'excellence, comme la gratuité, la formation des enseignants, ou des questions comme le tronc commun également, pour avancer et pour faire en sorte que les secteurs puissent recevoir, parce que c'est les secteurs qui sont importants, et pas la politique politicienne. Oui, mais il faut quand même un gouvernement pour faire voter tout ça. C'est vrai, parce qu'on dit toujours c'est de la politique politicienne, mais s'il n'y a pas franchement de gouvernement, on a quand même un problème. Oui, mais donc moi je ne souhaitais pas, c'est le CDH lui-même qui a décidé il y a 2 mois de retirer la prise sans avoir de solution, et la balle est dans le camp du CDH, ils devaient eux-mêmes nous proposer une alternative. Je constate qu'ils n'y arrivent pas aujourd'hui. Je reste néanmoins constructive. Donc à eux de changer d'avis et on verra donc vos propositions sur la table du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles la semaine prochaine. Merci Barbara Tract d'être venue sur ce plateau. Et bonne rentrée. Merci beaucoup et on se retrouve demain avec un autre invité dans l'interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.